Bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport, votre magazine de sport local, départemental, je dirais même, régional, national, international, avec, Mondial. justement, puisque je parle d'international, un journaliste, grand reporter sportif, Yves Mérins, qui est le rédacteur en chef de ce magazine. Salut Yves. Bonjour Thierry, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui parce qu'on est bien entouré. Remarquablement entouré par deux immenses champions. Deux immenses champions, c'est un peu ton domaine, puisque toi, tu es un très grand navigateur. Tu as fait la Transat Toulon-Porquerolles. Je suis Avec ravitaillement à invaincu midi. sur Gien-Porquerolles. Gien-Porquerolles. Et on va parler de navigation, on va parler de voile, on va parler avec nos invités qui sont deux skippers connus. Tout d'abord Lionel Péan. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien et heureux d'être aujourd'hui, ce matin à Toulon, dans ce dernier jour du mois de janvier 2022. Voilà, partout dans le monde d'ailleurs, et Clément Giraud également, qu'on a eu le plaisir déjà de recevoir sur ce plateau. Clément Giraud, navigateur également, qui a fait le Vendée Globe, qui a fait la Transat récemment, la Transat Jacques Vabre, c'était à la fin de l'année 2021. Comment ça va Clément ? Très bien. Donc il est revenu. Oui. Il est revenu. Et on va partir tout de suite au Revest-les-Eaux, parce que où nous attendent d'ailleurs des enfants. Alors là, je vais, Yves, te laisser parler de cette école que tu connais bien. C'est l'école primaire du Revest-les-Eaux, avec l'institutrice, la professeure des écoles, Julie Spizer, et la classe également qui est avec nous. Bonjour Julie Spizer et bonjour les enfants. Et oui, parce que ça me tient beaucoup à cœur, parce que d'abord c'est le village où j'habite, et puis je sais qu'ils ont beaucoup travaillé avec Clément, et donc c'est bien qu'on les fasse se rencontrer après la course. Donc voilà, Clément, je te laisse la parole pour échanger. Je crois que tu as l'habitude avec ces petits bouts de chou. Oui, effectivement, on s'est vu souvent. J'ai fait naviguer Aigle Globe, qui est la mascotte du bord depuis quelques années maintenant. Alors ça, c'était pour quelle course alors ? C'était pour toutes les courses. Il a fait toutes les courses. Il a vraiment fait toutes les courses. Et puis, c'est toujours un honneur et un plaisir d'échanger avec le Revest. Je crois qu'on va demander à Ange Musso, le maire du Revest, de donner la médaille du village à Clément. Donc ton bateau, c'était donc la compagnie du Lee Agility, école primaire du Revest. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai fait la mini transat en 2005, qui est une course en solitaire sur les petits bateaux de 6,50 m, La Rochelle jusqu'au Brésil, et j'avais, alors pas pour la grande course, mais pour les courses préparatoires, effectivement, on avait travaillé sur, je trouvais le concept d'appeler un bateau le Revest-les-Eaux, alors que c'est un des seuls villages qui n'a pas accès à la mer directe, on va dire. Effectivement, j'ai fait une course avec le bateau qui s'appelait le Revest-les-Eaux. Voilà. On va tout de suite retourner à l'école avec l'institutrice. On dit institutrice, Julie Spizer, professeure des écoles ? Oui, c'est pareil, professeur des écoles. Vous allez nous expliquer comment vous avez suivi les exploits de Clément Giraud. Comment ça s'est passé justement pour vous et les enfants ? En quoi consistait votre assistance justement ? Alors c'est une collaboration qui a commencé il y a 3 ans en fait avec Clément. Donc on a suivi il y a 3 ans toute l'année de préparation pour le Vendée Globe, avec les aléas des nouveaux sponsors, du bateau qui brûle. Donc on a suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt. L'année dernière, on a suivi Clément sur le Vendée Globe, et cette année pour la Transat Jacques Vabre. Donc avec les enfants, on avait un petit rituel le matin, on se connectait sur Facebook et on regardait les dernières vidéos de Clément et Eric Nibon. On participait nous aussi à la Transat avec l'application Virtual Regatta. Donc on faisait avancer notre petit bateau et on participait avec les coureurs professionnels, donc ça c'était rigolo à faire. Julie, est-ce que ça a suscité des vocations chez les petits ? Alors ça a suscité déjà beaucoup d'engouement. Ils ont suivi ça avec passion. Il y en a beaucoup qui ont continué avec leur propre bateau Virtual Regatta à la maison. Des voileux, on n'en a pas dans l'école, mais on a hâte de s'essayer à la voile. On a dit qu'on rencontrerait peut-être Clément à l'occasion de la semaine du nautisme fin juin. Donc on espère pouvoir naviguer un peu avec lui. Voilà. Alors j'imagine qu'il y a eu, parce que à cet âge-là, on est très éveillé, on s'intéresse à tout, on est gourmand d'informations. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui ont dû être posées par les enfants. Alors il y a beaucoup de questions. En plus, on a fait le travail donc depuis 3 ans. C'est vraiment notre école de cœur, le Revest-les-Eaux. Après, avec le partenariat qu'on a avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée,
Méditerranée, on a un peu étendu parce qu'il y a énormément de demandes, puisque ce sont des aventures sportives, humaines, qui rentrent dans beaucoup de champs de connaissances, on va dire, que ce soit de la météo, de la préparation, du matériel, on va dire de la géographie. Donc il y a des centres d'intérêt qui peuvent être mis en avant, et nécessairement des travaux pédagogiques sur divers thèmes et thématiques. Donc les questions ne sont pas toujours les mêmes. Effectivement, il y a souvent des questions très pertinentes, et il y a souvent un élève particulièrement qui a son idée ou une vision des choses, et qui te sort une question ou une réflexion complètement hors norme, mais sans être, comment dire, de manière très intime. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu as le collectif, mais il y a aussi de l'individuel là-dedans, et chacun va chercher des choses différentes. Alors, tu en reconnais là dans la classe là, Oui, mais ça grandit trop vite. avec les masques, c'est embêtant aussi. C'est vrai que quand on a commencé, il n'y avait pas les masques. Oui. Julie, quand les enfants suivaient donc Clément Giraud, notamment pour le Vendée Globe, parce que c'est long, parce que c'est tout seul, quelles étaient les questions qui revenaient le plus souvent, comment étaient les enfants? Comment se faisaient les rendez-vous d'ailleurs? C'était par écrit? Alors, on a communiqué par visio. On pouvait aussi s'envoyer des petits messages. L'équipe de Clément avait mis en place un numéro de téléphone sur lequel on pouvait envoyer des petits SMS. On lui envoyait des dessins, les petites réflexions de la journée ou des questions. Et c'était surtout, en fait, avant et après les courses, quand on rencontrait Clément, là, on préparait une interview un peu plus poussée avec des questions, comme disait Clément, très personnelles, et des questions d'enfants sur les animaux qu'il a pu côtoyer, sur ses plus grandes peurs, sur son quotidien à bord. J'étais vraiment curieux de connaître un peu l'enfant. Enfin, ils étaient surtout sensibilisés. Oui, et je disais, Julie, aussi sensibilisée également par la préservation de la planète. Bien sûr. Beaucoup de questions sur l'environnement, certainement, Clément. C'est souvent ce qui... Alors, c'est pas prédominant dans les questions, effectivement, les animaux, en fait, souvent, mais c'est vraiment le sujet des animaux rencontrés, de la vie qu'il y a en mer, qu'on pense, finalement, à part les dauphins, il y a plein d'animaux auxquels on ne pense pas. Ça permet souvent de faire le pont avec l'environnement. Et que même une classe qui reveste les eaux a une influence sur ce qui va se passer dans les océans derrière. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire qu'un papier jeté dans l'école, il a potentiellement 80% de chances de se retrouver dans la mer à un moment ou à un autre. On va saluer donc les enfants de l'école Philippe Rocky, c'est ça, je crois, au Revest. Merci Julie Spisser. Et les enfants, merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous en 2024 pour le prochain Vendée Globe. Julie, vous avez parlé du rendez-vous avec Clément au mois de juin. Je vais faire tout mon possible pour vous l'amener avant. Voilà. Ah, super. Avec plaisir. Comment on dit avec Clément? Allez, tchuss. Merci À les bientôt. enfants. Merci beaucoup. Ça aide. À bientôt, au revoir. Ça aide quand on a comme ça un groupe de fans, des enfants comme ça, quand on fait une traversée en solitaire comme le Vendée Globe. Clément, Nécessairement, je pense qu'on pourrait presque, Lionel pourrait en parler aussi, puisque c'est des choses qu'il a connues. C'est toujours la nouvelle génération, et c'est quand même hyper important. Justement, tous les sujets abordés sont hyper intéressants. Nous, quand on a monté ce projet, c'était vraiment avec l'envie de partager toutes ces connaissances. Donc c'est très important d'avoir ce type de fan. On va parler justement avec Lionel Péan, également de voile, parce que je ne l'ai pas présenté, parce qu'on était pressé par le temps avec les enfants qui doivent étudier pour plus tard nous diriger le pays, et puis voilà, pour penser à nos retraites. Le sujet du Vendée Globe, c'est plein d'études quand même. Évidemment, alors il y a beau parcours que celui de Lionel Péan, c'est premier de la solitaire Le Figaro, c'était en 1983, ça remonte. Il y a plein de choses. Moi, j'ai fait, comme Clément, la Mini Transat. J'ai fait la deuxième Mini Transat en 1979. Vous voyez ça. Je bourlingue depuis un moment, et toujours avec autant de passion et de plaisir.
Alors, Les, qu'est-ce que les- les bateaux étaient en noir et blanc, hein. les, les gens aussi, les gens aussi. Alors justement, il y a une évolution certainement en 1979 quand vous naviguez, vous êtes allé donc aussi, je suppose, sur les océans, Oui. sur les différentes mers. Et j'imagine que c'était pas du tout le même spectacle ou le même paysage. On parle de pollution tout à l'heure, on parle d'environnement, on parle de. Alors sur l'aspect pollution, moi je tempère un petit peu parce que dans les eaux, on va dire ordinaires, Méditerranée et Atlantique Nord, moi j'ai trouvé une vraie progression en mieux de l'état des océans au niveau visuel. Quand j'ai Ah oui. démarré, tous les bateaux jetaient tout par-dessus bord, les villes côtières jetaient tout à la mer. Et entre les années 70 et les années 90 et 2000, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits de ce côté-là. On se rappellera de la première station d'épuration, c'est pas très sportif, qui était européenne, qui était à la Baule en 85. C'était la première Mhm. station côtière qui s'équipait pour ne pas renvoyer d'eau usée dans la mer. Donc c'est assez récent, mais néanmoins, les cargos, les paquebots ne jettent plus rien par-dessus bord, les flottes de Ça s'est guerre ne jettent. discipliné. Ah oui, oui, très C'est intéressant clairement, comme hein. témoignage. Légiférer aussi. Hein. Légiférer, Ouais, mais et les bateaux de sanctionner. guerre, à l'époque, les bateaux de guerre, ils jetaient tout par-dessus bord, ils jettent plus rien par-dessus bord. Les plaisanciers sont très attentifs. Moi, en 79, on avait signé une charte pour ne plus jeter rien de non biodégradable par-dessus bord. Donc, les choses ont évolué. Il y a des endroits où ça a évolué, il y a des endroits où c'est toujours très compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, ce que disait Clément, c'est que tout ce qu'on jette, que ce soit, alors effectivement, les choses visibles comme le papier, mais aussi la pollution liée aux engrais, liée au gaz, liée à toutes ces choses-là, Mhm. tout va sur la mer. La mer, c'est 70% du globe, mais c'est une toute petite goutte d'eau à l'échelle de la planète qui en régule la température, et c'est des vrais enjeux. Et moi, je sais que mon credo, c'est que je voudrais que tout utilisateur de la mer, quel qu'il soit, pêcheur, plaisancier, militaire, contribue à son fonctionnement et à son entretien, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Yves. Sportivement, tu sais, moi, je fais partie aussi d'une génération noir et blanc, hein, il y a longtemps. Donc t'as pris des couleurs Est-ce hein, que depuis. Hein. sportivement, on peut comparer ta génération avec celle de Clément? Est-ce que ça a évolué beaucoup ou est-ce que vous êtes quand même des grands aventuriers, quoi? Vous partez droit devant, Alors, vous faites ce qui, rêver tout le monde quand même. ce qui a évolué très clairement, c'est l'arrivée de l'électronique moderne qui Mhm. fait que les bateaux sont positionnés en temps réel. Et ça a changé beaucoup de choses. Nous, à l'époque, la Mini Transat en 79, on n'avait pas de satellite, on n'avait rien. On faisait avec le sextant. Le point. Quand j'ai fait la course autour du monde en 86, on commençait à avoir les premiers GPS qui vous localisaient. On avait un point toutes les 4h30 si ça marchait. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de satellites, donc c'était assez rare. Donc les choses, ça a changé un peu les concepts. La technologie moderne, l'arrivée du carbone et de l'informatique moderne, l'intelligence artificielle ont fait que les bateaux aujourd'hui sont plus légers, vont plus vite. Donc les enjeux au niveau technique, au niveau sportif ont un peu évolué. Par contre, le marin, c'est toujours un marin. Il est face à un océan qui est compliqué à gérer, avec une versatilité importante, hein, des tempêtes, les vents qui changent. Même si on connaît mieux tout ça, ça reste très compliqué et demande beaucoup d'engagement. Un marin, ça reste un marin ou ça devient un ingénieur maintenant? Non, un marin, c'est d'abord un marin. La fonction d'ingénieur intervient à partir du moment où vous voulez devenir un sportif de haut niveau dans un sport mécanique complexe qui est la voile. Mais par contre, le marin, c'est celui qui va partir en mer et revenir avec son bateau et son équipage en bonne santé. Les progrès techniques font qu'on peut vous suivre au jour le jour, mais ça enlève un petit côté mystérieux, hein. Moi, je me rappelle avoir vu des arrivées de Transat, le premier qui sortit du brouillard, quoi, alors que ça faisait 30 jours qu'on avait perdu tout le monde. Mais par contre, on peut vous suivre, c'est quand même extraordinaire. Bah, je pense que c'est justement notre sport a évolué Mm. dans ce sens-là, c'est ce qu'on disait. Ouais. Ça rapproche aussi, ça crée, ça suscite des vocations, ça crée une économie derrière, puisque l'impact de cette communication, alors des fois à outrance, c'est un peu trop. Je pense que d'ailleurs les règles par rapport au dernier Vendée Globe vont un peu réévoluer, être revues. En tout cas, c'est en pourparlers, pour que ça soit un peu moins volumineux, on va dire. On a la chance de vous avoir tous les deux sur le plateau, et Lionel Péan et Clément Giraud. Est-ce que vous échangez
tous les deux. Aujourd'hui, vous dites Clément Giraud, bah, la course c'est ça, les difficultés que vous avez. Lionel, quel est votre regard par rapport à ce que vous échangez avec Clément, la façon dont il vit la course et vous la voyez ou vous l'aviez vécue? Bah, Est-ce que vous échangez? on discute ensemble régulièrement. On a été Et coéquipiers. est-ce que vous vous retrouvez sur des points, c'est-à-dire comme vous disiez tout à l'heure, un marin reste un marin, point barre. Moi, Lionel, je sais que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours eu des mentors, j'ai toujours eu des gens qui ont un peu déblayé avant moi et à qui je n'ai j'ai pas d'ego vis-à-vis de ça pour aller demander des informations. C'est vrai C'est que important aussi. c'est important. Lionel a été parrain de ma dernière aventure. On a navigué ensemble, donc j'ai pu voir aussi la façon dont étaient menées des très grosses équipes, puisque Lionel a mené sur un Volvo 70 une très belle équipe pendant plusieurs années. Donc se servir des compétences, en tout cas en tirer des conclusions et aller à la pêche à l'info au moment où on est en train de monter quelque chose d'aussi grand, aussi gros qu'un Vendée Globe, c'est hyper important. Et d'ailleurs, pour anecdote, le jour où j'appelle Lionel, donc on est à 3 mois du départ du Vendée, et je lui dis, mais est-ce que je prends le risque de perdre tant d'argent, parce qu'on attend des réponses, et après-demain on va savoir, et on ne sait pas, est-ce que je prends le risque? Lionel est en train de me répondre, et à ce même moment-là, j'ai ma team manager qui arrive, elle me fait, c'est bon! Et en fait, le financement, au même moment, on avait le financement en face. Donc voilà. Et moi, je lui disais de prendre le risque Et il disait de prendre le parce que compte tenu des sommes investies, du travail qu'il avait fait, il fallait pas qu'il lâche Fallait pas faire maintenant demi-tour, et qu'il avait toutes les chances de trouver quelque chose entre cet espace-temps et le départ. Et puis Clément a raison de parler comme ça parce que, attention, il est costaud. Hein. Il a commencé par le rugby, alors dis pas de mal. Hein. Non, mais je n'ai pas du tout d'intention de dire de mal. On va parler de l'actualité de Clément, hein, bien sûr. On va parler aussi de l'actualité de Lionel Péan, qui est chef d'entreprise maintenant, d'ailleurs, et qui reste dans le domaine de la mer, Oui, tout à fait. avec Seaflotech, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une entreprise qui est jeune, créée en 2020. Oui, 20 février 2020 les statuts, 23 mars 2020 le cabis. C'était des dates un peu particulières. On s'en rappellera toute la vie de l'entreprise. Covid, c'est son sponsor, Covid. Voilà, notre sponsor du 17 mars, le fameux lockdown. On va en parler de Seaflotech, c'est très Ouais. intéressant comme concept. Restez avec nous, hein, bien sûr. Clément, lui, a terminé fin d'année 2021 la Transat Jacques Vabre, en Eh double, ouais, super, avec Eric. super, Nigon. super aventure. Donc, pour rappel, Eric Nigon est celui qui m'avait prêté le bateau pour faire le Vendée Globe. Vous l'avez Et, rendu? donc, alors, je l'avais ramené déjà, et puis après ça, en une pièce. Et après ça, je lui ai dit quand même, les sponsors vont jusqu'à la Jacques Vabre, tu viens avec C'est moi. Compagnie du Lit et Agility, hein, les Compagnie du sponsors, Lit, on les Agility. cite. Et pas que, et plein d'autres. Donc je lui dis, ah, tu viens, il me dit, mais non, on va chercher un grand nom de la voile. Je lui dis, non, non, viens. Il me dit, bon, non, je réfléchis. Et puis un quart d'heure après, par SMS, il me dit, bon, si ta proposition tient toujours, ok. Alors Eric, c'était son bateau. Il m'a dit, ah, bon, on va le pousser à fond. Et effectivement, on a fait une Jaguar. Et puis c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est assez Un discret. taiseux. C'est un taiseux. Et en fait, on a passé 22 jours à se fendre la poire. On n'a pas arrêté de rigoler sur le bateau. Alors quand on dit fendre la poire, c'est dans le sens voilà, humour, on a rigolé, on s'est pas fendu la poire à coups de hache quand même, c'est Ah pas non, du non, concret. non, hein, on a vraiment rigolé parce qu'en Je fait, précise, c'est pas sans on sait rire jamais. et que on a poussé le bateau vraiment dans ses retranchements. Pour donner un ordre d'idée, on est resté sous grand PGVO dans plus de 35 nœuds. C'est quelque chose, c'est normalement il faut pas le faire, mais parce qu'on voulait tenir nos concurrents. Je pense qu'il y a une part de lui, il n'avait jamais mené le bateau de cette façon-là, et la façon de déstresser pour nous, c'était de blaguer. Et puis je m'en suis donc, pour rappel, sur le bateau de Lionel, j'étais donc numéro 1, donc j'étais à l'avant, j'étais équipier de l'avant. Donc en général, on met les jeunes à l'avant et puis d'année en année, on recule dans le bateau jusqu'à avoir la barre. Bah là, j'ai fait l'inverse, j'ai mis mon Eric, mon Rico, je l'ai mis à l'avant, et donc il a tenu ce poste-là tout du long. C'est la première fois où vous naviguez tous les deux ensemble. On en avait tête à fait tête, deux tête à régates. tête. On avait fait deux régates. On avait fait deux régates de course. On avait fait le Fastnet et l'Azimut tous les deux, trophée Azimut tous les deux. Mais là aussi longtemps, donc c'est toujours 20 jours ensemble en commençant une course en plus dans le petit temps, donc très dur parce que pas beaucoup de fatigue. Avec beaucoup de stratégie au départ, c'était pas évident, mais on a. Vous avez bouclé l'épreuve en 22 jours, 1 heure 26 minutes, à 11,86 nœuds de moyenne. Le vainqueur a bouclé l'épreuve en 21 jours et 22 heures. Hein.
sais pas si ça a une importance pour vous. Vous avez terminé 17e. Bah, le problème, c'est le bateau. Nous, on pouvait pas aller plus vite avec le bateau. Voilà. Sincèrement, on a fait des jolis coups. On a eu un petit raté ou deux stratégiques, mais au final, on revient quand même. On revient à moins de 3 heures des 3 concurrents qui sont devant nous, à moins d'1 heure. On en a mis 2 derrière, enfin plus que 2 derrière, mais 2 qui étaient au contact avec nous et qui ont été devant nous à certains moments. Donc on était dans un super groupe. Et puis une des grandes satisfactions, c'est que Eric, qui me dit en départ, qui a déjà fait 11 transats en course, sur tout support, me dit oui, mais tu sais, dans les 2 premiers jours, moi, c'est peut-être ma dernière, alors je vais en profiter, on va pousser le bateau à fond. Et au retour, il me dit bon, bah, c'est quand la prochaine? Donc voilà, rassuré. Justement. J'ai réussi à le maintenir dans le truc. Et un témoignage de tous les deux, vous préférez naviguer en solitaire ou en équipage? Parce que vous avez connu les deux catégories. Lionel. Alors, moi, c'est un peu particulier. J'ai pas de problème avec le solitaire, mais j'ai fait du solitaire parce qu'à l'époque, pour pouvoir exister, trouver des sponsors et des partenaires, il fallait passer par le solitaire. Il fallait passer par la solitaire du Figaro. Il n'y avait pas d'autre solution pour pouvoir arriver en France parce qu'on était une génération où il y avait, entre guillemets, on n'avait pas d'armateur contrairement aux anglo-saxons. Et il fallait se sortir du lot. Et le seul moyen, c'était Route du Rhum, Solitaire du Figaro, en principal, hein, puisque la Mini Transat était quelque chose d'extrêmement discret à l'époque. 3e, hein, la mal route. vu. Voire pas autorisé, on n'avait pas le droit de partir. 3e pour la première route du Rhum, hein, Lionel Péan. Hein. Ma première route du Rhum, j'ai fait C'est ça, 3e, 86, c'était l'année où je gagne la course autour du monde en équipage. Donc moi, j'ai toujours préféré l'équipage. Moi, je suis un homme d'équipe. J'adore La monter Whitbread. des équipes. J'adore travailler en équipe et vivre en équipe. Et voilà, le solitaire, ça a été un passage obligé que j'ai bien aimé. Hein, mais par contre, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait le Vendée Globe à l'époque. Je me voyais pas du tout passer 100 jours tout seul, parce qu'à l'époque, le Vendée Globe, à mon époque, c'était 100 jours. Et je me voyais pas du tout passer 100 jours tout seul en course. C'était pas mon ADN du tout. Ben, le fait d'avoir toujours navigué en équipage, j'ai un vrai plaisir de l'équipage. J'ai un vrai plaisir d'équipage. Là, j'ai vraiment fait du double avec quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu. J'ai adoré l'exercice, mais vraiment, le fait de pouvoir pousser la machine à plus de 100%, hein, on va au-delà des choses qu'on ne peut pas tout le temps faire tout seul. Moi, j'arrive pas à répondre aujourd'hui. C'est pas le même type d'engagement, c'est pas le même type de stress au départ aussi. Alors, c'est vrai que le solitaire, c'est hyper stressant. C'est épuisant. C'est épuisant. Et en même temps, enfin sur ces gros bateaux, et en même temps, il y a un côté magique, c'est que quand c'est dur pour toi, c'est dur pour les autres. Donc tu sais, toi aussi, cette petite marge que tu as, ben, ils doivent l'avoir aussi, quoi. En préparant l'émission, tu m'as raconté quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Tu m'as dit que c'était les Français qui avaient inventé la solitaire et tu m'as dit pourquoi. Ben, en fait, c'est exactement ce que disait Lionel. C'est que les anglo-saxons n'avaient pas le droit de naviguer seul. en solitaire. Puisqu'on doit pouvoir mener la veille sur un bateau. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir toujours quelqu'un en poste de veille à surveiller ce qui se passe. On est tout seul. C'était dans leur code de la marine. C'était. Voilà. C'est quand même les Anglais qui ont fait les premières transats en solitaire avec l'Ostar, que Tabarly a gagné et qui a fait naître la course en solitaire. Et après, celui qui a transformé en réalité le solitaire en un événement grand public, c'est Michel Etévenon avec la Route du Rhum. Parce que la Route du Rhum, ça a été le déclenchement en 78 du public vers la course au large. Pourquoi la France est autant à la pointe de ces navigations-là? Pourquoi il n'y a pas d'autres pays? Enfin, il y en a quelques autres, mais c'est pas général, quoi. Bah, c'est ce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que comme en France, on n'avait pas d'armateur, la voile est devenue un sport de compétition médiatisé grâce à la solitaire. Et grâce à la solitaire, grâce à la Route du Rhum, aujourd'hui, il y a 2,5 millions de spectateurs qui viennent au départ. Le Vendée Globe, il y a des millions de spectateurs qui viennent au départ. C'est cette vulgarisation qui a été faite au travers des médias et des sponsors qu'on avait. Si on avait eu des armateurs, ça ne serait jamais arrivé. Alors moi, je vais rebondir sur ce que disait Yves, sur la question, je vais la compléter. On parlait donc de la France, on va parler de région. Pourquoi la région méditerranéenne, donc le Var, le Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, ont moins de place ou laissent moins de place à la navigation, à ce sport, parce que c'est un sport ou à ces aventures, que par exemple la Bretagne, la Rochelle ou voilà, que ces régions. Parce qu'ici, il fait trop beau. C'est quoi ça, un problème justement météorologique? Non, je pense qu'il y a eu un vrai. Il y a moins d'engouement. En Méditerranée, les gens étaient plus dans la voile loisir.
hein. C'est ça. C'était quelque chose qui était plus C'est lié le au drame. loisir. En Bretagne, c'est quelque chose qui est culturellement plus Mmh. implanté, plus fort. Et il y a toujours eu effectivement une présence, une médiatisation plus importante dans l'Ouest et le Nord-Ouest que dans le Sud, où les gens ont du mal, y compris d'ailleurs dans les chefs d'entreprise. On voit plein d'entreprises du centre de la France, du Nord, de l'Ouest, voire de l'Est, qui Ouais. parrainent des bateaux. Et il y a très peu d'entreprises du Midi qui parrainent des bateaux parce que c'est un peu loin de leurs préoccupations, je pense. On a la chance de vous avoir tous les deux, vous êtes à la pointe de cette activité. Est-ce que vous n'avez pas envie de créer quelque chose, de créer une course bon, il y en a d'autres, Ici, hein, alors, hein. et en partant de Toulon pour aller quelque part, je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui est tentant? Moi, j'organise déjà le fameux trophée Bailly de Oui, Suffren entre Saint-Tropez et Malte, donc c'est oui. déjà pas mal. Après, faire des courses, on peut toujours faire des courses. Il faut aussi trouver une clientèle, il faut que les bateaux aient envie de venir. Les programmes sont déjà très très chargés, Qu'est-ce très qui peut les lourds. faire venir, Lionel Péon? Pardon, je vous ai coupé, mais qu'est-ce qui peut les faire venir? Qu'est-ce qui peut leur donner envie? L'argent. Probablement C'est politique. effectivement des ruptures par rapport à la méthodologie, c'est-à-dire si tu offres aux concurrents une belle coupe et un bon dîner, ça suffit plus. Mmh. Il faut trouver d'autres choses. Alors ces autres choses, ça peut être d'être sur un voyage historique, ça peut être effectivement de l'économique, c'est-à-dire des très beaux trophées, quelque chose de consistant. Et effectivement, on peut faire basculer un programme en disant, ben voilà, aujourd'hui, vous gagnez la course qui fait Toulon, Carthage, Constantinople, Toulon, et le premier, il va prendre 1 million d'euros. Là, d'un Il seul va y avoir coup, du monde. il y a des séries qui vont se dire, oh bah zut, faut peut-être qu'on fasse ça plutôt qu'aller Et ça, faire c'est compliqué à la faire, ça? Transat. C'est très compliqué? Bah, il faut les villes qui ont envie de cofinancer, il faut les promoteurs. C'est beaucoup de travail, hein, c'est énormément de travail. C'est pas si simple que ça. Même si le retour aujourd'hui, on sait qu'il y a un vrai retour économique Oui, extraordinaire, bien puisque que ce soit un solitaire ou des équipages, c'est des équipes, c'est des restaurants, des locations de logements. Donc ça, maintenant en plus, il y a les outils pour vraiment les Mmh. mesurer. Donc à partir de là, bah, c'est des choses, c'est des choses à mettre. On en rêve. On en rêverait. Toulon pourrait être une place, justement. Mais- Oh, il y a- Tu es impliqué, hein, Clément, hein, Je suis impliqué avec la métropole. Les discussions sont sur plusieurs plans. On voit déjà la volonté, hein, que ça a été avec les grands navires, mais plus en course. L'accueil des Ocean 50 l'année dernière, les trimarans de 50 pieds qui sont venus. L'été dernier, qui vont revenir d'ailleurs en mai. La SOF qui revient à hier, toujours sur le territoire. Donc, alors c'est moins course au large quand on parle d'olympisme, mais on sent qu'il y a une volonté, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. À nous d'être là au bon moment. Je Et crois on a qu'on a vu- la chance Oui. d'avoir un adjoint au sport, Laurent Bonnet, qui est très ouvert à ce genre de problème en ce moment. Et pas Donc, que. Et pas que. oui. Et on a vu des événements planétaires qui sont venus chez nous. On a eu les 7GP à Toulon, on les a eu à Saint-Tropez, on les a eu à Marseille. Ça veut dire que le reste du monde a envie de venir chez nous. Ouais. C'est-à-dire que si on sait se mettre en position d'eux, c'est des choses qu'on peut accueillir. Et donc ça, c'est des vrais promoteurs qui peuvent faire bouger les lignes. Alors, juste un petit rappel quand même de la spécificité de nos sports par rapport à d'autres, en tout cas sur la course au large. Les équipes payent leurs inscriptions à la course. C'est les équipes qui ont leur caméra quand on est à bord, c'est nous qui filmons, qui avons notre matériel, c'est nous qui payons nos communications pour envoyer par satellite nos vidéos. Et au retour, on a fait la course, mais il n'y a pas d'argent venant d'autres que nos sponsors. Donc c'est un peu un modèle économique qui est complètement différent que de celui du sport de manière générale. Où tu es invité sur un meeting, tu as un price money, si tu passes le quart, si tu passes... et en fait, chez nous, ça n'existe pas. Alors, c'est un peu le modèle économique dont parlait Lionel. Je pense que tant qu'on n'a pas créé une inversion dans notre milieu, où on va vraiment dire, on organise, on fait venir les équipes, mais ça veut dire qu'on les paye pour Ouais, venir, il faut et inventer. qu'on recrée un équilibre Voilà. entre sponsors et organisateurs, on ne va pas... C'est l'histoire de la ça foule à restera poule. comme ça. Qui va démarrer en premier, hein, donc, Non. Puis, on s'aperçoit en voile les événements qui deviennent planétaires, c'est des événements qui vendent leurs images. Nous, en France, il y avait une espèce de politique qui était née de Thalassin, d'ailleurs, que les images doivent être accessibles à tout le monde et donc on les donne.
Et c'est ce que disait Clément, il fait les images au Vendée Globe, il fait les images, il les diffuse, il finance pour ça, et à la sortie, il a un prize money absolument symbolique. Il n'y a pas de, il y a pas de droit de redistribution des droits, alors qu'à la Coupe de l'Amérique, par exemple, les gens partagent les droits télé, en 7GP, ils partagent les droits télé, ainsi de suite. Donc la chose est juste, il faut juste changer un peu le modèle. Alors que ça passe très bien à la télévision. Parce que Ouais, là, bien on sûr. voit des reportages formidables Bien sur, sûr. sur ces cours, sur ces fait. événements. Puis, on voit bien l'engouement Oui. du public, hein. Regardez, les écoles suivent le Vendée Globe, et l'exemple de Clémence en est un, mais tous les concurrents du Vendée Globe ont des écoles qui les suivent, voire plusieurs écoles. Les routes du Rhum, c'est quelque chose qui marche dans l'éducation nationale. Les Mais gens, vous m'avez vacciné, vous, à votre sport. Et maintenant, il m'arrive de regarder, avant un départ de Route du Rhum, de Vendée, tout ça, je regarde pendant un mois, la ville de départ, elle est complètement sous le charme de la bien course, sûr. quoi. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui vivent pendant un mois autour du départ de la course, quoi. Ouais. C'est vraiment un événement extraordinaire, hein. Les choses devraient changer. En tout cas, moi, hier, j'ai assisté à une course de sous-marins. J'étais à l'Almanach, j'étais bien. Bon, c'était de l'humour, hein. Voilà, vous allez un peu gamberger, course de sous-marins. L'avenir de ce sport, moi, je le considère comme un sport. C'est un sport, de toute façon. Ah ben là, je défie. C'est une aventure avant tout, mais Même c'est un sport. mais je veux bien faire. L'olympisme. Je veux bien faire naviguer Teddy Riner ou qui vous voulez pendant 2-3 jours en IMOCA pour qu'ils me disent le contraire. L'olympisme, la place donc de la voile dans l'olympisme, on en parlait là, aussi en préparant cette émission, Clément. Ben 2024, hein, on va recevoir les délégations sur Marseille, mais enfin en France en tout cas. Marseille, c'est la capitale, hein. Ben, on en parlait effectivement avec quelqu'un qui s'occupe d'un club et il y a une perte d'engouement par rapport à la voile et aux objectifs par rapport aux plus jeunes, par rapport à la voile. Donc la différence entre la voile olympique et la voile, on va dire, au large. Et il y a un peu un désintérêt, mais le jeu est complètement différent, l'économie est différente et je pense qu'il y a des choses à retravailler, à réinventer dans les deux domaines. Ouais. Notamment l'exposition. Je trouve que c'est moins bien filmé que vous ou que les grandes courses de l'America Cup ou les choses comme ça. Ils n'arrivent pas bien. Ils n'ont pas encore mis les moyens, je pense, pour bien filmer les épreuves olympiques. Il y a beaucoup de séries, on ne sait pas où on en est. Lionel n'est pas d'accord. Hein. Moi, je pense que les moyens sont là. Moi, je fais partie d'un groupement qui a répondu à l'organisation des Jeux de Marseille. Donc, je connais bien le dossier. Donc, la partie média est bien faite. Je pense que après, ce qu'il faut, c'est scénariser l'événement. Et aujourd'hui, une régate de 470, qui est un très bon bateau, qui est quand même très très vieux aujourd'hui comme bateau, avec un départ au près et la première bouée, même si elle est à 10 minutes, le public n'y comprend rien. Clairement, et donc c'est très difficile à diffuser. Si vous faites même en 470 les mêmes départs que à la Coupe d'Amérique avec un départ au vent de travers et la première bouée à moins d'une minute, où là d'un seul coup vous avez une hiérarchie, les spies qui sortent et autres, vous allez avoir le public qui peut s'intéresser, qui peut voir ce qui se passe. Et on a un vrai problème avec la voile pour ça, c'est qu'il y avait un esprit effectivement qui est lié à World Sailing, aux fédérations qui veulent des choses absolument figées. Et la voile moderne qui a évolué. Et quand tu fais une épreuve de kite des 10 K-foil aux Jeux Olympiques, ça va avoir médiatiquement probablement beaucoup plus de succès que la régate de 470, parce que le format n'est plus adapté aux attentes des gens. Avant de parler de Cyflotech, l'entreprise de Lionel Péan, l'avenir de Clément Giraud, les prochaines épreuves. On travaille sur 2024 le prochain Vendée Globe et puis surtout la recherche de financement. Ça c'est le jeu permanent. Là tu en es où, Clément? Les discussions continuent avec les partenaires actuels parce qu'on est en comment dire, en renouvellement ou pas, et puis en recherche active de nouveaux partenaires pour pouvoir continuer nos aventures. Donc aujourd'hui j'ai pas d'actu à annoncer. Mais voilà, le travail quotidien à ce sujet-là. J'espère revenir avec des news. On lance un appel à tous les grands chefs d'entreprise qui nous regardent. Bien sûr, mais il ne faut pas hésiter. Puis en plus, le questionnement, enfin l'entretien ne coûte rien. Donc des fois, ça peut susciter des besoins et des envies, puisqu'on répond à quand même beaucoup de
de besoins d'entreprises et PME. Ouais, je vais trahir peut-être un petit secret, mais tant Vas-y. pis. Il y a les recherches de partenaires, mais Clément, il recherche aussi quelqu'un qui s'occuperait de ça. Parce que c'est un métier, on peut pas être skipper et manager ou agent ou etc. C'est un vrai métier et je pense qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui aide Clément dans sa recherche de partenariat parce que c'est loin d'être évident et il peut peut-être passer lui à côté de belles opportunités alors qu'un professionnel arriverait à avoir ce genre de... Moment un peu charnière, ouais, du On projet. essaiera de faire une émission consacrée au mécénat dans le sport, enfin le mécénat, le sponsoring également. Je sais pas si on dit Il y a sponsoring. des très bons interlocuteurs dans la région. pour ça. Ouais, j'avais l'occasion d'animer une conférence à ce sujet avec d'ailleurs Clément Giraud. Alors, on a parlé de Sifflotech, c'est l'entreprise qui a été créée en 2020 grâce à la Covid par Lionel Péan, qui développe des solutions de mouillage écologique. Ça a l'air très intéressant, avec en phase avec les enjeux de développement durable et de la protection du littoral. En Ouais. gros, ce sont des mouillages donc au large. Oui, ça, moi j'ai toujours Pour, été. alors, pas pour les gros bateaux, hein, attention, Si, parce si, que si. pour les gros On va bateaux, de petits à très gros bateaux. On peut Mm. mouiller des cargos, des paquebots, des grands yachts, puisqu'on a raté un marché d'un bateau de 100 mètres récemment parce qu'on était trop jeunes, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie, mais on l'aura. Et oui, il faudra vous y faire. Hein, Lionel, c'est la- Notre réflexion, c'était que, enfin, ma réflexion et mon équipe, c'est que le mètre carré de mer littoral va valoir aussi, voire plus cher que le mètre carré de littoral en face de lui sur la terre. Et donc, il faut optimiser cet espace pour régler les conflits d'usage, pour les problèmes de sécurité, pour les problèmes d'approche et en même temps pour les problèmes de pression saisonnière, puisqu'on voit bien que sur nos côtes, aujourd'hui, c'est absolument dingue le nombre de bateaux qu'il y a en saison. Mhm. Et donc, on a réfléchi à un système qu'on a breveté au niveau mondial qui permet de réduire les rayons d'évitement. Alors, pour le grand public, le rayon d'évitement, c'est l'espace que prend un bateau quand il est arrêté sur un mouillage, sur sa chaîne ou sur une bouée. Au port. Et de- Quoi, voilà. Non, en Non. mer. Ah, en mer. Je pense qu'il Au- faudrait préciser ce que c'est que le mouillage, peut-être simplement. Voilà, le mouillage, c'est que quand le bateau veut s'arrêter, ben, il faut qu'il s'accroche quelque part en pleine mer. Mhm. Et donc, en général, il met son ancre, sa chaîne, et ça pose des problèmes parce qu'au fond de la mer, on a la Posidonie qui est un recycleur de carbone et un producteur d'oxygène absolument incroyable. C'est 200 fois la forêt amazonienne, quand même, il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, les ancres, ça abîme la Posidonie, et plus le bateau est gros, plus ça l'abîme. Les lois aujourd'hui protègent cette Posidonie, et du coup, il faut trouver des solutions qui soient vertueuses dans la partie accroche au fond de la mer. Et après, bah, si on veut gérer, et je prendrai l'exemple que tout le monde connaît bien ici, l'été à Porquerolles, quand il y a plus de 700 ou 800 bateaux mouillés devant Porquerolles, vous voyez plus la plage, vous voyez plus l'horizon. C'est l'équivalent d'une ville de 2000 habitants ou 3000 habitants, qui pisse, qui chie dans la mer, qui envoie ses eaux usées, qui racle les fonds. C'est quelque chose qu'il faut changer, il faut changer les mentalités, il faut l'organiser. Et nous, on a monté des solutions qui permettent de rationaliser cette problématique-là. Alors, on est un peu sorti du sport, hein, avec cette entreprise. Donc, vous l'avez créée en 2020. Elle a été labellisée, hein, Solar Impulse Foundation. Ça, c'est plutôt une bonne chose, j'imagine, Ouais, tout à fait. labellisation. Et donc, les projets Les concrètement projets, c'est cet été un premier module pour accueillir des gros bateaux, des bateaux entre 20 et 35 mètres, qui sera mouillé en baie de Saint-Tropez, Alors, il y qui en a rentre des dans 20 à le 35 cadre mètres, alors, ouais. du nouveau texte de loi qui Mhm. protège la Posidonie. Et ça va être le produit numéro 1. On est sur des dossiers pour l'équipement des gros bateaux pour le mouillage de Pamplonne, Ramatuelle. On a un certain nombre de projets. Alors après, c'est compliqué, ça vient doucement. Alors l'État aujourd'hui est venu de façon très claire, puisqu'il y avait la ministre la semaine dernière qui a signé avec Renaud Muselier un plan mouillage pour le bassin méditerranéen, en tout cas pour la région sud. Les choses sont en train de bouger, les mentalités changent, c'est un peu lent, parce on est face à des petites communes qui, pour qui le littoral est quelque chose de compliqué à gérer. Compliqué parce qu'ils n'ont pas les équipes, parce que les élus sur la mer, ils n'ont pas de gens qui votent pour eux, et que donc, c'est en train de venir. L'État aide bien les collectivités, nous aide bien. Nous, il va nous falloir du temps. On est une jeune entreprise, on est loin de notre courbe de croissance. On a perdu un an avec le Covid, mais on est toujours vivant et passionné. Parfait, donc cette entreprise s'appelle Sifflotech. On aura l'occasion de vous recevoir dans un autre cadre que celui de côté sport, hein. Yves, on va parler des autres sports maintenant. Vous vous y intéressez En quelques mots, parce en que quelques là, mots, c'était tellement intéressant avec... C'est le sport que l'on appelle donc le sport très populaire. On va commencer avec du football.
Ligue 1, on n'en parle pas, c'était la Coupe de France. Oui, l'OM s'est qualifié. Bon, c'est Voilà, au pénalty, anecdotique. Ouais. oui, face à Et Montpellier. puis les clubs barois se sont encore distingués. Alors ça, c'est la Nationale 2. Voilà, le Sporting a encore perdu. Hier, À Fréjus ont fait domicile. match nul. Donc, ils sont toujours dans un temps un peu médiocre. Voilà, disons. c'est la deuxième partie du classement qui nous intéresse, quoique Fréjus et Saint-Raphaël est dans la première partie du tableau. Toulon, donc, effectivement, donc Fréjus qui est 9e, Toulon qui est, donc, il est où Toulon? Ah ben il est là, il est 12e Ouais, sur il est 16, 12e, pas ils mal. sont bien. Et hier, c'est pareil. Il y a des matchs en retard hein, pour hier, hein, bien sûr. Hein. Et pour Toulon également. Et puis on va passer au rugby. Un sport qui intéresse beaucoup Lionel. Oui, parce que Lionel, Ah vous oui. avez commencé comme rugbyman. Bah, Quel poste? quand j'étais jeune, j'ai hésité entre le rugby et la voile, et bon, j'ai bien fait de choisir la voile parce que Ça, on n'en sait ça a rien, duré hein. plus longtemps. Peut-être que tu aurais gagné quelques tournois des 5 nations ou des 6 nations Non, non, maintenant. non, 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 j'avais pas le niveau. J'aurais peut-être été bon en régional, sûrement pas en national. J'avais pas le physique et voilà. Donc non, j'ai joué pilier, un peu troisième ligne. Quand j'ai grandi, je cours un peu mieux. Donc, Suivez le RCT. je suis le RCT, je suis le Stade Rochelais qui est mon stade Et voilà. d'origine. Donc non, je suis le rugby avec passion. Ouais. Alors bah voilà, défaite, une courte défaite, mais défaite quand même pour le RCT. C'est le top 14, C'est on le dit. top 12 pour nous. Et ils sont 13e, Ouais, du top effectivement. 14. Ouais, donc il va falloir commencer à s'inquiéter peut-être. Bon, il y a des matchs en retard, hein, d'accord, mais Il y bon, a 3 matchs en il retard. faudra Ouais. commencer à regarder dessous et pas en haut, quoi, voilà. Bon, c'est une saison en fait qui est finie pour le rugby club toulonnais. Ah, au niveau des, oui, Ouais. On des n'a rien à titres, attendre de cette non, saison, non, je c'est ce pense que je veux pas. dire. Mais continuez à les supporter, bien évidemment. Hein. Les Rouges et Noirs sont toujours les Rouges et Noirs, en tout Et- cas le club. Et Oui. hier a battu la Seine en Fédéral 1 dans un match très, très, très chaud, à Alors, quand l'ancienne. tu dis chaud, À c'est pas la l'ancienne. température. Hein, Non, non, ouais. mais à l'ancienne. Du Bon, vrai ça, c'est- rugby. Voilà. Non, pas du vrai rugby, mais du rugby comme on l'aimait avant, quoi. Voilà. Avec la Cassagne. Voilà, oui, oui. Ah bah, on est beaucoup à avoir appellent aimé le ça rugby des pour ça. générales. Hein. C'est général. Et puis on va passer. Alors oui, tu voulais parler un petit peu au basket. On va passer au basket puisqu'on reste sur les clubs locaux. Ah oui, C'est- bon, on là, va pas moi, être gros, toujours gros, négatif, quoi. gros coup de cœur pour Gilles Garcia, pour Laurent Sierra et tous les joueurs du hier Toulon Ben, le Basket. HTV continue On voit le sa classement. chevauchée fantastique. Hein. Encore une victoire à Marseille contre le SMUC. Alors, réservez votre samedi soir. Ils reçoivent Feur, c'est le second. C'est le second. Il y a 2 points d'écart. Et Ouais. là, je pense que ça peut être le grand match de la saison. Donc, Voilà. ça sera samedi. Très bien. Parfait. 20 heures. Merci. À 20h. C'est noté. Le handball, peut-être. Bon, les Français ont été un peu décevants à la fin du tournoi. Mais bon, il y a aussi le Covid qui s'en mêle. Donc, Ça, on parle c'est du championnat vraiment. d'Europe. Ouais. Ouais, ils ont fini au pied du podium, 4e. Bon, Donc c'est, ils ont lâché un peu à la rampe à la fin. Quoi. Ouais. oui, oui, mais c'est dommage. Ils sont champions olympiques en titre, donc ils auraient pu faire un On peu peut pas mieux. être partout non plus. Non. Voilà, le handball féminine, tu voulais en toucher un mot? Pas fort. Les filles, c'est un peu comme le RCT. Il faudrait qu'elles se réveillent un peu parce que moi, je vois arriver des transferts toutes les semaines, des belles joueuses qui vont arriver, mais il faudrait pas qu'elles soient en deuxième division, quoi. Donc, il faudrait se tirer un peu la sonnette d'alarme. On va essayer de réinviter Stéphane Plantin, Oui, oui. l'entraîneur effectivement du Toulon Var. Alors c'est Toulon Métropole Var Handball, hein, je crois que c'est Oui, ça. oui. Hein, voilà. Et puis un petit mot de tennis. Ah, extraordinaire exploit de Rafael Nadal. Ah, quoi. 21e titre du Grand Chelem. En étant mené 2-7-0, en étant un peu bousculé par Medvedev. Il revient. Et tout d'un coup, C'est tout le retour. change et le retour de l'Espagnol. Voilà. Bon, on a oublié les péripéties de Djokovic. Hein. On s'est penché un peu sur le sportif. Là, c'est mieux quand même. Voilà. Les Jeux Olympiques dans 4 jours. Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Pékin, avec de Ça la fait neige un peu drôle. artificielle. Un peu drôle, mais enfin bon. C'est comme les Jeux de Paris avec la voile à Marseille. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, il y a 30 ans, j'étais à Albertville, aux Jeux Olympiques d'Albertville. J'ai C'était en vécu ça 92, ouais, il y a 30 ans. il y a 30 ans, jour pour jour. Et c'était un spectacle magnifique, dans les montagnes. Enfin, c'était magnifique. Et là, maintenant, à Pékin, bon, je sais pas, il faut vivre avec son temps. Hein, tant pis, mais bon. Voilà. Et puis, un petit clin d'œil, Thibaut Pinot a fait son retour. Hein. Non. Oui, oui. Je l'avais oublié. 37e au Grand Prix de la Marseillaise. Donc, c'est vrai, il est sur le bon chemin, ça y est. Il Voilà. revient. D'ailleurs, je lance un appel à Christophe Laporte, qui habite ici, qui est un Varois, qui a changé de team. Donc, ça serait bien que Christophe réponde à nos appels pour le recevoir ici sur le plateau de Côté Sport. Merci Lionel Péan.
Merci de Et m'avoir on aura le accueilli. plaisir de vous recevoir pour parler plus en détail de Cyflotech. Clément Giraud, bah, c'est un habitué de la maison, il reviendra, ça c'est sûr, avec tous ses, Avec plaisir. avec tous ses enfants. Avec plaisir, avec plaisir. On a rendez-vous à l'école, Clément. C'est ça. Voilà. Et puis Yves Mérins, merci À encore, bientôt. merci de nous avoir suivis sur Info 83, à très vite.